Donc cet après-midi, je vais avoir la joie d'animer la séance de cet après-midi. Donc je suis Marie-Hélène Geoffroy, je suis directrice de recherche à l'INRAE et je représente aussi ici l'AFA, l'Association française d'agronomie, dans laquelle il y a, qui constitue en fait un carrefour interprofessionnel d'agronomes. Donc si vous êtes agronome, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir le site, il y a plein d'activités qui se passent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce matin, on a eu, je vous rappelle, une première séquence sur la diversité des systèmes de culture, qui pose question par rapport à la gestion de la fertilisation. Puis on a eu une deuxième partie sur de premiers enseignements sur des méthodes testées dans des nouveaux dispositifs, dans ces situations un peu particulières. Et donc là, dans cette troisième partie, on va avoir quelques éléments de réponse, on espère, sur des nouvelles méthodes, nouvelles mesures, nouveaux indicateurs pour raisonner la fertilisation face à la diversité des systèmes de culture. Normalement, on devrait sortir un petit peu de l'azote. Et donc, on aura 4 interventions, dont certaines à double voix, comme vous le voyez. Donc, en premier, on va démarrer par ça tout de suite. Donc on accueille Christine Le Souder d'Arvalis et Raphaël Pau de l'INRAE sur les limites des méthodes de fertilisation, les méthodes de raisonnement actuelles et les adaptations qui existent déjà. Donc à la fin de on va faire comme la deuxième session de ce matin, à la fin de chaque exposé, on aura à peu près 10 minutes de questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. À vous. Allô. C'est bon. Bonjour tout le monde, on va vous faire une présentation à 2 voix avec Christine ici présente qui se cache. Bonjour. Le Souder d'Arvalis et moi-même d'INRAE, UMR Agronomie, sur les limites des méthodes actuelles et les adaptations nécessaires dans les raisonnements de la fertilisation. Alors, au programme, je vais rapidement vous passer en revue les principales limites des méthodes de raisonnement de fertilisation actuelles. Christine vous présentera ensuite comment certaines pratiques nouvelles questionnent encore davantage les outils de raisonnement à notre disposition. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces pratiques sont mises en œuvre de manière concomitante dans des essais dits systèmes. Et enfin, je présenterai quelques mots de perspective. Alors, en France, lorsqu'on parle fertilisation raisonnée, vous le savez sûrement mieux que moi, vu que vous êtes présent ici, on sous-entend méthode du bilan. Il faut dire que lorsque cette méthode émerge dans les années 60-70, c'est une révolution. On passe d'essais courbes de réponse, comme l'ont documenté Geoffroy et Ménard dans leur article, à un modèle fourniture-besoin qui permet de calculer a priori une dose à l'optimum technico-économique. Alors c'est une méthode qui, d'une part, est largement reconnue, qui est basée sur des principes de raisonnement qui font consensus. Un calcul prévisionnel de la dose totale, prévisionnel, c'est-à-dire quelques mois avant d'apporter la totalité de l'engrais, des règles de fractionnement de cette dose calées sur des stades ou des dates, selon les cas. Un ajustement de la dose du dernier apport peut se faire également avec un outil de pilotage. Ces outils ayant été pensés de manière cohérente et complémentaire avec la méthode du bilan. Et donc l'idée sous-jacente, qui est implicite, est de viser une nutrition azotée, on a de la chance, de viser une nutrition azotée non limitante tout le long du cycle, qui est un implicite, mais qui est largement sous-jacent à toutes les règles de décision de la méthode du bilan. Alors cette méthode qui a maintenant plus de 50 ans, et qui, depuis sa première formalisation scientifique et sa première diffusion dans les plaquettes de l'ITCF en 1978, a subi un affinement progressif de ses différents postes, une amélioration des différents postes qui constituent l'équation, en cohérente aussi avec la segmentation de la recherche et sa transposition aussi à de nombreuses autres cultures que le blé. Donc c'est une méthode qui a été massivement diffusée avec des références régulièrement mises à jour par le Comifère. On retrouve d'ailleurs des approches assez similaires, comme nous l'a présenté Lionel Jordan-Meil au dernier Comifère, dans son approche comparative avec nos voisins européens, avec quelques nuances, mais globalement,
un raisonnement similaire. Alors, cette méthode et ces outils de raisonnement ont sans conteste permis des progrès importants. Réduction des situations très problématiques et excédentaires en nitrate, en azote, pardon, accueil de certaines évolutions de connaissances scientifiques, amélioration des niveaux de production. Mais évidemment, que vous le savez tous autant que moi, ça ne résout pas tout un tas de problèmes, avec encore des impacts négatifs environnementaux malgré les améliorations de la méthode. Qu'il s'agisse de nitrates dans les eaux, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie fossile. Et des performances qui sont encore parfois insuffisantes, avec qu'on apprécie par exemple avec des faibles CAU, ou des teneurs en protéines qui sont parfois pas satisfaisantes. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pour essayer de le comprendre, Clémence Ravier a fait sa thèse dans notre laboratoire, dans une thèse en partenariat INRAE-Arvalis, et elle a fait un premier diagnostic dans son article de 2016, à partir d'une analyse des documents de graines et d'entretien auprès d'une diversité d'acteurs. Elle a mis en évidence une première difficulté dans la méthode du bilan, c'est une difficulté concernant l'objectif de rendement. Et donc, elle a mis en évidence que des différences de logique concernant cet objectif de rendement. Pour éviter les cas de surfertilisation, les pouvoirs publics recommandés aujourd'hui imposent que l'objectif de rendement soit calculé comme la moyenne olympique des rendements, ce qui veut dire qu'on vise une espérance de rendement et que de temps en temps, ce sera au-dessus, de temps en temps en dessous. D'autre part, les organismes professionnels agricoles se sont défendus une autre logique, qui est celle de viser un potentiel de rendement pour limiter les risques de ne pas atteindre les potentialités en année favorable, limiter les risques de stagnation des rendements, les risques de non prise en compte du progrès génétique et globalement les risques où l'azote, les risques de situation où l'azote n'est pas suffisant. Et puis finalement, les agriculteurs enquêtés ont une logique que l'on pourrait résumer par le rendement qu'ils estiment pouvoir réaliser. Donc citation, je mets 100 quintaux là où je sais que je peux les faire, ou bien mon rendement est autour de 70-80 quintaux, 90 pour certaines parcelles. Je mets souvent 90 parce que je sais que je les ai déjà fait. Donc plutôt une logique de rendement espéré que d'espérance de rendement. Donc voilà, premier point, pas de consensus sur la manière de fixer l'objectif de rendement. On a déjà eu des illustrations de ce cas ce matin. Et deuxième point, c'était un peu moins prévisible, deuxième difficulté, l'analyse de sol. Avec une situation un peu paradoxale, la mesure du reliquat sortie vert qui a des bases scientifiques et analytiques solides, mais qui, dans l'usage, peut être source de nombreuses incertitudes. Quelques citations pour illustrer ça. Un conseiller qui nous dit je conseille lorsque les valeurs de RSH sont aberrantes, supérieures à 70 par exemple, de ne pas les prendre en compte. Ou bien je fais des analyses de sol, mais souvent un agriculteur qui nous dit je fais des analyses de sol, mais mes valeurs sont supérieures à la moyenne régionale, je me demande si c'est fiable. Ou encore un conseiller qui conclut il y a tellement de conditions à réunir pour que la mesure soit fiable, c'est encore plus compliqué pour savoir à quelle parcelle on a le droit d'extrapoler. Donc voilà, une analyse de sol qui apparaît de manière assez paradoxale, alors que c'est une mesure qui est censée accroître la fiabilité du bilan, source finalement d'incertitude. Donc de manière très schématique, le calcul de la dose à appliquer, c'est la résultante d'une équation qui comprend deux incertitudes majeures qu'a révélé Clémence Ravier dans sa thèse. D'une part, une incapacité à estimer finement les besoins à travers l'objectif de rendement, et d'autre part, les fournitures du sol à travers la mesure du reliquat sortie hiver. Donc voilà très schématiquement ces premiers éléments. Et les pratiques dans tout ça, Christine va nous présenter l'effet des pratiques dans ces processus. Bien. Alors pour poursuivre sur l'effet des pratiques, donc la clé avec laquelle je vais vous présenter ça, c'est comment effectivement ces nouveaux systèmes, nouvelles pratiques questionnent le raisonnement de la fertilisation azotée. Donc en fait, je vais reprendre une grande partie des questions qui ont été posées ce matin et je vais tâcher de faire l'exercice en toute humilité de savoir voilà les points où on dispose d'éléments de référence et puis au contraire des points où on est plutôt face à des trous de connaissances.
Alors les premiers, alors j'ai regroupé néanmoins pratique voilà, j'ai regroupé les différents éléments que je vais vous présenter. Les premiers que je vais lister, donc c'est l'effet des pratiques qui jouent sur les fournitures du sol. Alors attention, le premier point que je vous présente, c'est pratique par pratique individuellement, parce qu'effectivement la clé elle est là. Là, c'est une approche de ce qu'on a aujourd'hui, on va dire en silo, et on verra après effectivement quand on combine tout ça, quelles sont les autres difficultés auxquelles on va faire face. Sur une première pratique qui est la réduction du travail du sol, il y avait eu à 2 étapes successives en 2007 et en 2014 un point sur l'effet des modalités de travail du sol sur la fourniture en minéralisation azote, minéralisation nette, hein, et qui avait montré, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, hein, mais sur la partie vitesse potentielle de minéralisation par jour normalisé, qui montrait relativement peu de différence entre des modalités de travail du sol, uniquement sur le volet fourniture d'azote par minéralisation du sol. Sur un autre... Alors, ce que je vais m'attacher pratique par pratique, c'est essayer de mettre une sorte de label, voilà où on en est, est-ce qu'on a les références, est-ce qu'on n'a pas de références, est-ce que c'est vraiment un trou de connaissances, et ou alors est-ce qu'on est en cours d'acquisition, voilà, où en sommes-nous. Donc, voilà, quelques références existantes. Alors néanmoins, pour tout ça, hein, je mets un astérisque. Voilà, la référence va venir. Bien sûr, tout ça est encore à surveiller, à maintenir, hein, avec des expérimentations qui peuvent se poursuivre depuis qu'on a établi ce type de résultats. Donc plutôt des références existantes sur ce volet uniquement fourniture d'azote par minéralisation du fait de la réduction du travail du sol. Deuxième pratique, c'est les couverts intermédiaires dans un premier temps. Alors, là, je l'ai illustré par une table, hein, mais on peut regarder en bas de la table. En fait, cette table, c'est une expertise d'après, et ça rend opérationnel par des valeurs tout un tas de résultats et d'expérimentations de terrain dans lesquels ont été testés un grand nombre de couverts, et donc qui ont permis de déboucher sur un effet azote, minéralisation azote de ces couverts intermédiaires, donc toujours, je rappelle, en effet silo, et qui ont été référencés donc, dans la brochure Comifère. Mais donc beaucoup d'essais sur beaucoup de couverts. Alors même si, du coup, en référence existante, oui, il y a ça qui existe, avec l'astérisque quand même, et en particulier sur un point qui a été soulevé ce matin, qui est que les couverts sont... en termes de niveau de croissance, sont de taille quand même modérée. Il y a très peu d'essais où on a eu des gros couverts pour acquérir ces références. Voilà. Troisième pratique, hein, liée à ces nouveaux systèmes, c'est les couverts permanents. Et là, les couverts permanents sous la culture, c'est vrai que ça pose des questions. On n'a pas les réponses aujourd'hui. Des questions alors qu'on a pu voir ce matin, mais d'ailleurs qu'on a pu voir qu'il n'y avait pas de réponse non plus, hein, sur les concurrences ou les échanges entre une culture sous la culture principale. Hein, quels sont ces échanges et bénéfices entre les deux cultures? Est-ce qu'il y a de la concurrence aussi du couvert par rapport à... pour la culture principale, par exemple, lorsqu'on fait un apport d'engrais minéral. Donc il y a des questions posées sur lesquelles, voilà, même aujourd'hui, même sans les combiner, on n'a pas les réponses. Les légumineuses dans la rotation, alors on a bien sûr des essais anciens sur le sujet. Ce que je vous illustre ici, c'est pareil, c'est la table qui est résultante de ces effets. Alors j'ai pris ici uniquement l'aspect légumineuse en tant que culture principale précédente dans la rotation. Il y a d'autres aspects qui ont été travaillés. Alors effectivement, références existantes, certes, mais avec un astérix toujours sur ces références à maintenir. En particulier, il y a des nouvelles espèces, et ça a été cité aussi ce matin, de nouvelles cultures légumineuses qui vaudraient probablement le coup de valider qu'on est dans ces ordres de grandeur comme celles qui ont été présentées et sur lesquelles on a des résultats historiques. Voilà, cinquième, je dois en y être, les associations de culture et les plans de campagne, donc nouveau sujet aussi, enfin depuis quelques années néanmoins.
Ça, c'est un sujet travaillé alors en particulier par Terre Innovia sur association de plantes compagnes, alors surtout des plantes gélives implantées en même temps que les colzas. Donc des expérimentations et des résultats qui sont produits, hein, même si sur tout ce volet d'association, globalement, c'est quand même des références à compléter sur on parlait des associations aussi céréales, légumineuses récoltées en graines aussi, hein. Donc il y a encore des questions où voilà, on n'a pas toutes les réponses en matière de table opérationnelle. Les organiques, produits résiduaires organiques, effectivement de nouveaux produits résiduaires organiques arrivent aujourd'hui dans le paysage, alors pour différentes raisons qu'on associe ici à la journée, hein. Ce qui est fléché ici, c'est les digestats, ce qui est entouré ici, pardon, c'est les digestats. Mais il y a tout un tas d'autres de ces produits organiques qui arrivent et qui vont arriver d'ailleurs sur le marché aussi avec la nouvelle réglementation, le socle commun. Alors sur ces aspects-là, plutôt, voilà, mon avis d'expert, référence à compléter dans le sens où, oui, on connaît le mode de fonctionnement de ces apports organiques, l'azote minéral et l'azote organique qui va se minéraliser dans ces produits pour arriver à la fraction fertilisante, à la valeur fertilisante de ces produits organiques, hein. Mais on a néanmoins besoin de validation, on a besoin de résultats expérimentaux, de façon à, alors d'une part, pouvoir valider que ça fonctionne comme ce qu'on prévoyait, et d'autre part aussi pour donner des outils à chacun de partage, voilà, voilà quels étaient les résultats, de pas forcément rester à des modèles ou à des tables, hein, et à poursuivre des expérimentations sur ces nouveaux pros. Et le deuxième point, donc on passe à ces aspects fourniture d'azote. Là, ce sont plutôt des nouvelles productions, et donc là, on a l'exemple concret dans lequel on participe un certain nombre dans le cadre du Comifère. Eh bien, ce sont ces nouvelles production, alors culture-production, que sont les cives, hein, cultures intermédiaires à vocation énergétique, sur lesquelles, eh bien, effectivement, dans la commande, c'est comment est-ce qu'on peut proposer une préconisation d'azote sur ces cultures, si tant est que les fournitures par le sol et par des apports organiques ne suffisent pas pour obtenir un niveau de production requis pour l'agriculteur. Et donc là, on est en cours de formalisation. Des références expérimentales sont aussi en cours sur ce sujet-là. Donc voilà pour fourniture par le sol, les nouvelles productions. On arrive à l'objectif de production, alors hors optimum de fertilisation, parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout de suite. Oui, on en a reparlé ce matin. La méthode du bilan prévisionnel dans ces hypothèses, effectivement, c'est de viser un objectif d'optimum de fertilisation. Mais il y a longtemps qu'on veut travailler à autre chose que de viser l'optimum de production. On a aussi associé viser des objectifs de qualité de la récolte, hein, ce qui a été proposé aussi. Mais dans le contexte aujourd'hui, on voit poindre donc des raisonnements de fertilisation sous contrainte, hein, qui vont nous amener à préconiser en dessous de l'optimum pour différentes raisons, hein, réglementaires, économiques et géopolitiques, ou alors aussi, et ça a été cité ce matin, des choix délibérés, volontaires, d'avoir d'autres objectifs de production. Pour ça, des connaissances existent. On a des courbes de réponse, des fonctions de production azote pour un certain nombre de cultures. On connaît un peu le fonctionnement interne d'un certain nombre de cultures de façon à viser en cours de végétation des statuts azotés différents. Voilà, donc on a des éléments, mais il est nécessaire quand même de compléter ces études et surtout de proposer, de construire des règles. Et il y a encore de la matière grise à apporter pour pouvoir aller jusque-là. Et le quatrième et dernier, c'est le plus gros challenge, c'est effectivement quand on combine tout ça, hein, et c'est ce vers quoi nous questionnent aujourd'hui toutes les pratiques qu'on a pu voir,
Eh bien, pour combiner tout ça, malheureusement, on n'a pas de gros référentiels d'expérimentation dans nos archives, qui ont été, comme on l'a vu, plutôt en silo. Par contre, on a quelques dispositifs qui vont pouvoir nous aider. Donc, on a parlé du réseau ACS avec le travail présenté par Grégory Viricel tout à l'heure sur comment on peut faire des expérimentations pour répondre à une question précise, qui était le fractionnement. Et on dispose aussi alors de références, de sites pérennes, des sites systèmes. Donc le réseau des essais CIPRE, qui sont conduits par Arvalis, ITB, Interinstitut et puis Terrinovia, qui sont des essais systèmes. Alors on en a cité un ce matin. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ils ont chacun des objectifs un petit peu différents, mais les expérimentateurs locaux ont aussi les moyens de valider ou de valider et de mettre en œuvre des indicateurs pour valider aussi des stratégies de fertilisation qui seraient différentes. Et pour avancer aussi, alors donc on est en cours sur ce dispositif de réseau CIPRE, et puis l'autre dispositif qui est le dispositif Nexis, donc conduit par l'INRAE, avec des essais pareils de ce système, 20 essais systèmes répartis sur le territoire français, avec aussi des objectifs chacun un petit peu qui va tester des systèmes différents, avec des questions différentes, et où on va pouvoir aussi avoir quelques éléments, même si c'est pas toujours facile, mais sur les références qu'on va pouvoir avoir ou des réponses qu'on va pouvoir avoir sur la performance azotée de tel ou tel système. Voilà, et j'ai cité en cours pour ces dispositifs-là, donc on va attendre un certain temps de façon à avoir des enseignements. Je repasse la main à mon collègue. Merci. On a encore un peu de temps. Ah, nickel. C'est des mots de conclusion. Comme vous pouvez le voir, il y a des références qui sont en cours de stabilisation pour alimenter la méthode du bilan, l'adapter à ces nouvelles situations. Et par ailleurs, la recherche avance et je vous propose un tout petit pas de côté pour vous dire que l'accumulation de ces connaissances scientifiques, techniques sur le bilan, la place prise par le bilan dans notre culture collective, dans la culture collective du monde agricole, constitue un atout pour l'efficacité d'une fertilisation raisonnée, mais peut aussi contribuer en même temps à freiner toute évolution de mode de raisonnement agricole. Dans notre jargon, on parle de verrouillage socio-technique. Et donc peut-être que l'avenir ne passe pas obligatoirement par le bilan. Et là, c'est un plaidoyer pour rouvrir le champ d'innovation. Donc, considérez les controverses que je vous ai présentées en début de présentation et ces incertitudes-là sur les nouvelles pratiques comme révélant des axes d'amélioration de la méthode et explorer éventuellement de nouvelles solutions pour réconcilier des enjeux de production, d'environnement et maximiser l'efficience de l'utilisation de l'engrais. Alors, pour sortir d'une logique de planification qui fait du raisonnement de la fertilisation un pari sur l'avenir, des méthodes alternatives se sont récemment développées. Donc là, c'est un petit instant autopromotion. L'une d'entre elles, c'est celle qu'on qualifie de pilotage intégral, c'est-à-dire qu'elle repose sur un raisonnement dynamique de la fertilisation à partir de la sortie d'hiver jusqu'à floraison, et d'un suivi de l'INN, donc l'indice de nutrition azotée, pour ne pas franchir une trajectoire seuil sous risque de perte de rendement. Donc les grands principes en 2 mots, parce qu'on a déjà dépassé le temps, c'est un suivi régulier de la nutrition azotée du blé, donc de la sortie d'hiver jusqu'à floraison, pour répondre aux besoins réels de la plante, et fertiliser lorsqu'il y a risque de carence. Donc ça implique aussi d'accepter des carences de début de cycle qui ne sont pas préjudiciables, et tout cela pour maximiser l'efficience de l'engrais apporté, et donc limiter les pertes, évidemment. Donc ces principes sont embarqués dans 2 outils à ce jour, CHN Conduite côté Arvalis et APN côté INRAE, qui présentent quelques petites différences dans la mise en œuvre, mais qui toutes les 2 sont basées sur ces grands principes-là. Donc voilà, ça constitue un changement de pratique assez important par rapport aux méthodes traditionnelles qu'on a l'habitude de manipuler. Mais elles présentent des performances agro- et environnementales tout à fait intéressantes sur les essais qu'on a pu mener jusqu'à présent.
Et elles offrent une souplesse aussi qui favorise pas mal l'adaptabilité à une diversité de situations comme celle qu'on a vue ce matin. Donc, elles présentent néanmoins quelques limites, et notamment ça concerne que le blé actuellement et les travaux en cours sur colza. Et ça peut aussi avoir certains utilisateurs ont la perception que ça peut aussi complexifier leur gestion de la fertilisation. Nous vous remercions pour votre attention et prenons avec plaisir vos questions. Merci. Donc, on a un peu de temps pour les questions. Je vais descendre, mais... Ouais, j'arrive. Ah, Lionel. Attends, j'y vais. Bonjour, je suis Muriel Lebas, donc de la Direction régionale de l'agriculture des Hauts-de-France, et je suis en charge du groupe régional d'expertise nitrate. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je voulais savoir quand est-ce qu'on aura ces fameuses données, les références à la fois sur les nouveaux pros, sur les cives, sur tous les couverts végétaux, etc. Parce que, en fait, les nouveaux PAR 7 sont en cours de négociation. Et moi, on me demande de travailler sur le référentiel régional de la fertilisation azotée. Et pour l'instant, je ne peux pas avancer, je suis bloquée. Et donc et puis enfin, j'avais une question pour Arvalis. Sur la fertilisation azotée de la pomme de terre. En fait, dans la région Hauts-de-France, on a des gros reliquats début de drainage derrière pommes de terre. Et moi, je m'interroge beaucoup par rapport à ces reliquats début de drainage. Et je voulais... Enfin, moi, je sais pas, je soupçonne une histoire de fractionnement. Mais je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des travaux en cours sur le sujet? Enfin, voilà. Bien, alors pour répondre à la première question, sur effectivement les fournitures, les livraisons qui sont attendues de la part du comifère. Hein, donc il y en a deux, effectivement, une sur l'écriture de la méthode l'écriture du bilan sur les cives. Donc là, on y travaille actuellement. C'est pas totalement livré. On a une échéance, effectivement, mais bon, j'ai vu ça avec les services plutôt centraux, au cours de ce semestre, hein, à la fin, mais voilà, mais c'est forcément en 2024 et vous les aurez pour l'été, parce que c'est surtout à partir de l'été qu'on va avoir des questions. Ça, c'était pour les cives, il n'y avait pas d'autres demandes. Après, sur pommes de terre, donc côté Arvalis, alors sur pommes de terre, alors que je connais un peu moins que les céréales, effectivement, c'est des cultures qui présentent un CAU relativement faible, on va dire ça. Mais clairement, il y a des expérimentations sur le sujet. J'étais hier à une réunion filière pommes de terre à Amiens, et donc on a abordé ce sujet de la fertilisation en allant aussi à terme vers du pilotage, hein, pour aussi adapter au mieux la fertilisation azotée. Et puis sur l'azote potentiellement libérable jusqu'en sortie. Libéré en sortie d'hiver, c'est pareil, c'est effectivement, voilà, c'est le deuxième document pour lequel on travaille, et on a eu des échéances d'ailleurs en milieu de semaine, et on livre des choses entre fin février et fin avril. Merci. David? David, tu peux compléter, oui. Bonjour à tous. Donc je prends ma casquette, David Leduc, pardon. Je prends ma casquette de co-animateur du groupe Azote Soufre, qui est très sollicité sur la production de documents en ce moment, et grâce en particulier à l'appui de Caddy qui est présente, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Mais oui, parce qu'elle travaille dur, puisque ça fait beaucoup de documents et d'échéances qui tombent sur... donc ça a été présenté au départ, mais je rappelle que le comifère, c'est vous tous potentiellement, hein, si vous venez dans les groupes de travaux. Et on est tous, la plupart, ceux qui produisent, entre guillemets, on vient à titre individuel. Donc c'est compliqué de produire, on n'est pas à temps plein pour faire ça. Donc néanmoins, on fait toujours notre maximum, surtout Caddy. Et du coup, donc effectivement, tu rappelais les échéances, les documents sont en cours en fait, sachant que la réponse pour la compléter sur les CIE, puisque là, ce qu'on abordait, c'est la question des cives, mais il y a les CIE, qui est une généralisation finalement de la méthode cive,
ça va se faire dans la foulée de la publication, enfin sous réserve de références, puisqu'après on ne peut pas produire sur des références dont on ne dispose pas, quoi. Donc on est en train de travailler, mais c'est un gros travail et on s'appuie sur les bonnes volontés, ce qui n'est pas toujours simple. D'ailleurs, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, mais en fait, on a mis la charrue un peu avant les bœufs au niveau des programmes d'action nitrate, parce que, en fait, on demande plein de choses dans les programmes d'action nitrate, et en fait, on n'a pas les références techniques pour y répondre. Alors, je trouve ça... Enfin, bon, voilà. Mais je suis ministère de l'Agriculture, hein, bon, voilà. Je vous laisse vous concerter avec vos services. Mais si je peux ajouter un élément de réponse, les méthodes de pilotage intégral ne nécessitent pas toutes ces références-là. Donc justement, c'est une manière de contourner. Ah si, il appelle ça. Mais déjà, voilà. Je suis d'accord. Autre question ? Ouais. Dernière, je pense. Après, on passera. Oui, CHN, APN, différence, point commun. Pourquoi les deux ? Question courte. Pourquoi les deux ? Parce que, alors déjà, différence. Les deux méthodes sont basées sur une courbe seuil d'INN à suivre. Déjà, à ce niveau-là, ça varie. Les courbes seuil ne sont pas tout à fait identiques. La courbe côté Arvalis est un peu plus sécuritaire que celle côté INRAE. Et après, dans la pratique, nous, on est resté sur la méthode d'estimation de l'INN par la pince, par pinçage, en attendant de trouver d'autres méthodes éventuellement plus faciles à mettre en œuvre ou plus fiables. Alors que CHN fonctionne par modèle couplé à une estimation par satellite. Quoi d'autre comme différence ? C'est à peu près tout, je crois. Ouais. Ouais, tu veux compléter ? C'est bon, merci. On va s'arrêter là, du coup. Il y a une question dans le fond, mais je ne sais pas si on a le temps. Ouais, si c'est une mini-question, on va la prendre. Après, c'est fini. Alors, ça va être une mini-question, mais ça pourra être une sujet à mini-réponse. Voilà, avec une mini-réponse. Je découvre en fait les Nexis, c'est ça ? J'ai déjà assisté en fait à des vidéoconférences sur les projets Cyprès, et il y avait déjà eu les questions en fait sur le pourquoi pas de plateforme innovante sur la grande partie ouest de la France avec Cyprès. Et en fait, je découvre qu'avec Nexis, c'est un peu la même chose. Donc la partie ouest, Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, n'est pas représentée. Voilà, c'est juste une remarque. Enfin, question. Je partage ce constat aussi, mais... Et je suis Gilles Croc, donc en Pays de la Loire, Synovia. D'accord. Néanmoins, Gilles, tu connais la station de la Jaillère où il y a quand même des dispositifs longue durée conséquents. Et il y a des collègues INRA côté Grand Ouest qui pourront peut-être répondre à cette question en privé. Très bien, merci Christine et Raphaël. Vous pouvez rester là si vous voulez. On va passer à l'exposé suivant, la présentation suivante, qui est une présentation faite par Charlotte Glachant, donc de la Chambre d'agriculture Île-de-France, responsable bio.